8 juillet 1853, port d'Uraga, Japon. L'officier américain Matthew Perry s'approche des côtes. Son objectif est de forcer l'archipel à s'ouvrir au commerce international. Après quelques salves de canon, le gouvernement prend peur et cède aux exigences américaines. En effet, depuis plus de 2 siècles, le Japon s'était replié sur lui-même, évitant au possible le contact avec les étrangers, leur interdisant leur sol, sous peine de mort. Cette période Edo s'est effectuée dans les années qui ont suivi l'unification du Japon, fin 15e, début 16e siècle. Cette époque d'unification, appelée Azuchi Momoyama, dure environ 30 ans. Elle a permis de clore l'épisode sanglant des guerres civiles, qui ont ravagé le pays plus d'1 siècle. Revenons donc sur cette phase de transition importante pour le Japon, et demandons-nous comment quelques seigneurs de guerre ont réussi à imposer leur vue aux autres et à forger la destinée d'un pays. Le Japon, au XVIe siècle, est en proie à de violentes guerres civiles. Ces conflits proviennent d'un affaiblissement progressif du pouvoir central, au détriment des daimyo, les seigneurs locaux. Le pouvoir japonais a un caractère original. Le Tenno, souverain céleste, apparu au 7e siècle, coexiste avec le shogun, dont le rôle s'est officialisé au 11e, lors des luttes contre les barbares. Le shogunat est une dictature militaire, dirigée comme un quartier général de campagne. Il prend le nom de Bakufu, gouvernement de la tente. 2 aristocraties cohabitent donc, la cour impériale à Kyoto, gardienne des traditions, et le Bakufu dont le centre varie selon le clan du shogun. Le nom des grandes périodes de l'histoire du Japon provient d'ailleurs du lieu où est installé le shogunat, qui est dynastique. Par exemple, l'époque Muromachi correspond au quartier de Kyoto où est installé le clan Ashikaga, qui dirigera le shogunat plus de 2 siècles. Le shogun s'appuie sur les seigneurs locaux, les daimyo, dont le nom a évolué selon les époques. Ils sont à la base des shugo, des gouverneurs de province, aux compétences plutôt limitées. Ils doivent maintenir l'ordre et contrôler les guerriers de leur province. Mais résidant souvent à Kyoto, ils envoient des représentants dans leur province, des shugodai, qui vont peu à peu prendre du pouvoir. Tous ces shugo et shugodai vont commencer à revendiquer des terres, tout comme des petits seigneurs locaux, auxquels s'adjoignent des guerriers ambitieux, qui vont se frayer un destin dans l'armée. Cette période des Shugo Daimyo bascule dans celle des Sengoku Daimyo, les daimyo de l'époque des provinces en guerre. Le XVe siècle voit en effet de violentes guerres civiles éclater entre les clans pour la prise du pouvoir. Cette époque Sengoku débute en 1477. Un trait important est à noter. La volonté d'unifier le Japon et le respect de l'autorité de l'empereur sont communes à ces guerriers, qui vont tout de même ravager le pays. L'affaiblissement du shogunat Ashikaga fait suite à l'assassinat du shogun Yoshinori en 1441. Les daimyo revendiquent le shogunat, en s'appuyant sur des conflits successoraux. Pendant un siècle, ces guerres vont saper le pouvoir central du clan Ashikaga, tandis que les provinces voient une affirmation politique de leur pouvoir. Certains territoires périphériques se développent, mais aucun chef de guerre ne parvient à imposer son autorité. Mais 3 hommes, considérés comme les unificateurs du Japon, vont alors entrer en scène. Oda Nobunaga est le premier d'entre eux. Il vient de la petite province d'Owari et possède peu de terres. Il succède à son père en 1551. Sa première tâche consiste à unifier le clan Oda et à éliminer toute opposition dans sa province d'Owari, ce qu'il réussit après une lutte acharnée avec des parents rivaux. En 1560, le grand chef de clan Imagawa Yoshimoto marche sur la capitale impériale, Kyoto, pour aider le shogunat Ashikaga en place. Il est à la tête d'une armée d'environ 25 000 hommes. Oda Nobunaga, disposant d'à peine 3 000 hommes, décide de le stopper. Il profite d'un orage violent pour contourner les positions de Yoshimoto et l'attaque par surprise. Objectif : éliminer Yoshimoto le plus rapidement possible, pour semer la panique dans ses rangs. La bataille d'Okeazama est une réussite totale. L'exploit fait grand bruit, et Oda Nobunaga acquiert une notoriété extraordinaire dans tout le Japon. Il va progressivement étendre son territoire, en ralliant de nombreux guerriers à sa cause. En 1568, il marche sur Kyoto, pour placer un autre membre du clan Ashikaga, donc légitime, à la tête du shogunat. Il prend au passage 18 châteaux, et soumet les clans qui se trouvaient sur son chemin. Il se servira du jeune shogun comme d'un pantin, puis l'écrasera militairement. Le shogunat Ashikaga prend fin, et l'époque Muromachi qui lui est associée également.
Il s'attaque ensuite au puissant clan Asakura, et se trouve dans une situation délicate, après avoir été trahi. Il est pris en tenaille. La situation est difficile. Avec l'aide de deux grands généraux, Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, il riposte. Le clan Asakura est vaincu. Le territoire s'agrandit un peu plus. Les grands clans de l'époque Sengoku vont être peu à peu soumis. Nobunaga use de chance. Le daimyo Takeda Shingen, peut-être seul rival de taille, meurt en 1573. Son clan, très puissant, les Takeda, attaque Nobunaga. L'affrontement décisif a lieu en 1575, lors de la bataille de Nagashino, qui marque un tournant dans l'histoire du Japon. Oda Nobunaga va se servir d'une nouvelle arme importée par les Européens, le mousquet. Nobunaga et Ieyasu alignent plusieurs rangées de mousquets derrière des barrières en bois pour stopper la charge de cavalerie Takeda, qui s'écroule sous le feu roulant des arquebusiers. Les lanciers empalent les cavaliers qui réussissent à passer. Les samouraïs achèvent les dernières résistances. Le clan Takeda connaît alors un déclin inéluctable, marqué par le suicide de Katsuyori en 1582. L'un des plus grands clans de l'époque Sengoku s'éteint. Nobunaga étend ensuite son territoire vers l'ouest et le nord. Son dernier grand rival, alcoolique notoire, meurt d'un cancer quelques mois plus tard. La chance sourit au clan Oda. Nobunaga aurait alors déclaré « Désormais, le Japon est mien ». Mais la mise en ordre du Japon va également passer par une répression féroce des sectes bouddhistes, qui par peur de Nobunaga appellent à la révolte. Les Japonais étaient alors shintoïstes ou bouddhistes majoritairement, et les dérives sectaires étaient nombreuses, avec une grande influence sur les milieux populaires. La secte Ikko est atrocement anéantie en 1574, avec près de 20 000 morts civils et religieux. Nobunaga hérite du sympathique titre de roi démon au passage. La religion perd son autonomie et doit désormais rendre des comptes à l'administration. Une autre menace venue d'Europe, le christianisme, va être dans un premier temps toléré. L'expulsion des missionnaires et les persécutions arriveront un peu plus tard, à partir de 1587. Mais toutes ces batailles ne doivent pas faire oublier les réformes de Nobunaga. Il débute la mise en place d'un cadastre autour de Kyoto, octroie des franchises à certains marchés pour redynamiser le commerce, abolit les privilèges corporatistes de certains métiers, construit des routes reliant les grandes villes et développe le commerce international, notamment avec la Chine et la Corée. Il fait construire un impressionnant château de 7 étages à Azuchi, symbole de son pouvoir. Son rêve d'unification va être brisé par la trahison d'un proche, un de ses lieutenants formant un coup d'État, obligeant Oda Nobunaga à se faire seppuku, à se suicider de manière rituelle. En apprenant la nouvelle, le général le plus talentueux de Nobunaga, Hideyoshi, est furieux. Il décide de venger la mort de son maître. Il bat le traître Akechi Mitsuhide lors de la bataille de Yamazaki. Hideyoshi est issu des basses classes, et après avoir mené une vie de vagabond, il entre au service de Nobunaga en 1554. Ses origines modestes vont le rendre extrêmement populaire. Mais c'est surtout son génie militaire qui vont lui permettre de gravir les échelons jusqu'au sommet. Suite à la mort de Nobunaga, il va éliminer ses potentiels rivaux, notamment les fils d'Oda, et va s'efforcer de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Il réunit sous son égide plusieurs grands daimyo, dont Ieyasu, avec qui il s'était un peu querellé pour le pouvoir. Les voilà réconciliés dans l'objectif d'unifier le Japon. Les territoires sous son autorité s'agrandissent, et la cour impériale lui confère le titre de Kampaku, de grand chancelier, puis de Daiodaien, ministre des Affaires suprêmes. Il est donc légitime aux yeux de l'empereur, mais n'est pas officiellement shogun. Hormis ses alliances, il ne va pas hésiter à soumettre d'autres territoires militairement. Il fait construire un immense château à Osaka, lieu stratégique pour surveiller la capitale impériale et asseoir son pouvoir. Les daimyo sont alors déplacés ou leurs domaines confisqués pour éviter toute fronde future. Il prend le nom de clan Toyotomi, lui donnant son nom pour la postérité, Toyotomi Hideyoshi. La deuxième phase de l'unification du Japon est achevée. Hideyoshi va poursuivre les réformes de Nobunaga. Il met en place de façon systématique le Taiko Kenshi, arpentage et cadastre. Pour petit rappel, l'arpentage est la technique permettant de mesurer les terres agricoles. Le cadastre, lui, recueille ces données dans un registre. Mais dans le Japon du XVIe siècle, les méthodes de mesure variaient selon les provinces. Hideyoshi uniformise le procédé. À partir de ces mesures de superficie et de l'évaluation de la qualité de la terre,
la capacité de production est estimée et inscrite dans le cadastre. Les revenus possibles sont convertis en quantité de riz. L'unité de base est le koku, une unité de mesure qui correspond à la quantité de riz que mange une personne en un an. L'autre grande réforme de Toyotomi Hideyoshi est le katanagari, la chasse au sabre. Les armes sont confisquées aux paysans. Les déplacements en dehors de la province interdits. L'objectif ? Attacher le paysan à la terre. Une séparation stricte entre guerriers et cultivateurs est imposée. Concrètement, un guerrier ne peut plus cultiver un lopin de terre. Il faut qu'il choisisse entre le statut de paysan et celui de samouraï, auquel cas il doit se rendre dans la ville du daimyo pour le servir. Ces différentes réformes vont structurer la société japonaise pour les siècles à venir. Hideyoshi commence à voir d'un mauvais œil l'influence des missionnaires chrétiens sur la population et les risques pour son pouvoir personnel. Il commence à expulser les missionnaires en 1587, date considérée comme le début des persécutions. Le christianisme sera progressivement interdit à partir de 1612, durant le processus de fermeture du Japon sur le monde, caractéristique de la période Edo qui suivra. Toyotomi Hideyoshi rêve d'unifier le Japon, mais bien plus encore. Il souhaite fonder un empire et braque son regard vers la Corée, alliée de la Chine, mais bien moins puissante que l'empire du milieu. Une guerre extérieure a également l'avantage de fédérer les daimyos dans un objectif commun. En 1592, l'expédition débute. La Corée est envahie rapidement, mais la Chine va vite réagir et envoyer des troupes. Acculées, les armées d'Hideyoshi, qui ne participaient pas lui-même à l'expédition, se replient sur leur île. L'autorité d'Hideyoshi est affaiblie et les finances au plus bas, suite à cette désastreuse campagne. Il meurt en 1598 et désigne son fils de 5 ans comme héritier. 2 conseils sont créés avant sa mort. Le conseil des 5 Tairo, chargé des affaires d'État importantes, et le conseil des 5 Bugyo, chargé des affaires administratives. Évidemment, une lutte pour le pouvoir éclate entre les régents. Le plus puissant des daimyo, dont nous avons déjà parlé, Tokugawa Ieyasu, se place en continuateur de l'œuvre de Nobunaga et Hideyoshi. L'opposition va se cristalliser autour d'Ishida Mitsunari. Il fédère une armée à l'ouest, tandis que Ieyasu s'allie avec des clans plutôt situés à l'est. La rencontre décisive a lieu en 1600. C'est la bataille de Sekigahara, qui voit 2 armées de près de 80 000 hommes s'affronter. L'issue est indécise. Ieyasu avait proposé des terres aux daimyos ennemis, qui voudraient bien le rejoindre. Pour forcer le destin, il tire au canon sur les indécis, pour les pousser à prendre une décision rapide. Le clan Kobayakawa trahit les armées de l'ouest, pour rejoindre Ieyasu. Tokugawa Ieyasu est vainqueur et s'impose comme le nouveau maître du Japon. Les troupes battues se dispersent, et les seigneurs de guerre ennemis sont capturés, exécutés ou poussés au suicide. En 1603, Tokugawa Ieyasu est désigné shogun. Il met en place le Bakufu Tokugawa, dans la ville d'Edo, l'actuelle Tokyo. Une nouvelle époque s'ouvre, que l'on nommera donc l'époque Edo. Mais son pouvoir n'est pas encore totalement assuré. Le clan des Toyotomi considère Ieyasu comme un usurpateur. Le nouveau shogun décide de passer à l'action. Prétextant un projet d'assassinat du clan Toyotomi contre sa personne, il attaque le château d'Osaka, où se trouvent les partisans du fils d'Hideyoshi. Le château d'Osaka est incendié. Le fils d'Hideyoshi et sa mère meurent dans les flammes. Le Japon est désormais unifié sous le clan Tokugawa, qui va réussir à imposer la succession héréditaire, assurant une certaine stabilité. Mais pour que la paix dure, une série de réformes radicales seront nécessaires. L'État va être réorganisé. Les daimyos seront obligés de vivre à Edo 1 année sur 2. Leurs familles seront prises en otage dans la capitale, empêchant toute volonté de rébellion. Les ports et les mines vont être drastiquement contrôlés, assurant la maîtrise du système monétaire. Le pays va se couper progressivement du monde extérieur, gardant quelques contacts avec la Corée, la Chine et la Hollande. Poser le pied au Japon pour un étranger est puni de la peine de mort. Toutes ces réformes vont permettre au Japon d'entrer dans une des périodes les plus prospères de son histoire. Le shogunat Tokugawa, ou époque Edo, durera jusqu'en 1868, et la restauration Meiji, qui fera basculer le Japon dans l'ère industrielle. En l'espace de 30 ans, entre 1573 et 1603, grâce à 3 unificateurs, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, le Japon a réussi à se sortir des terribles guerres civiles de l'époque Sengoku. Cette période est considérée aujourd'hui comme la transition entre l'époque médiévale et moderne.
L'introduction des armes à feu, le développement de villes marchandes, les réformes fiscales et la restructuration des pouvoirs ont jeté les bases du développement d'une société plus apaisée. Au-delà des batailles nécessaires à la prise du pouvoir, c'est surtout la visée unificatrice de ces 3 guerriers qui marquera la postérité. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager. Si vous souhaitez me poser des questions pour la FAQ, il y a une adresse spécialement faite pour ça en description, alors n'hésitez pas une seconde, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip et Tipeee, je remercie encore du fond du cœur tous ceux qui me soutiennent. Encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.